On entre dans le top 10 maintenant de ma liste personnelle, donc mon top 32, et on commence avec un joueur que j'ai beaucoup aimé l'année passée, que j'ai beaucoup aimé en début de saison aussi, puis ensuite de ça, il y a eu des circonstances un peu défavorables qui ont fait en sorte que il a glissé un petit peu et puis même il était sorti du radar. C'est Roger McQueen. C'est un joueur de centre des Wheat Kings de Brandon dans la Ligue de l'Ouest. Puis ce qu'on a vu déjà de McQueen l'année passée, c'était quand même très intéressant. C'est un centre droitier, 6 pieds 5, environ 200 livres. Il y a quand même de bonnes mains, une certaine mobilité, un bon lancer. Il y avait certains aspects de son jeu en attaque qui étaient très intéressants. Euh, donc on se disait, OK, on va voir la progression cette année. Puis il a commencé l'année avec 4 buts au premier match. Donc là, on pensait que ça allait peut-être être l'année où il allait traverser la Ligue de l'Ouest. Il allait marquer 50 buts, puis il allait être un espoir dominant. Puis finalement, il s'est blessé. On l'a comme perdu du radar un peu. Il s'est blessé pendant plusieurs mois. On l'a pas vu déjà dans sa saison avec les Wheat Kings. On l'a pas vu non plus dans le match entre les espoirs de la LCH et du programme américain. Donc, on dirait qu'il a comme sorti il n'était pas sorti de la pensée des observateurs, tout ça, mais on dirait qu'il est sorti des discussions pour peut-être le top 5. Dans certains cas, peut-être le top 3. Puis Roger McQueen, c'est un joueur qu'on a vu beaucoup. On l'avait vu au U17, on l'avait vu au U18. Bon, il n'a pas joué beaucoup, il s'était blessé aussi. On l'avait vu au Linka Gretzky. Donc, on connaissait un peu le profil. Puis malheureusement, cette année, le fait, quand il s'est blessé, ça a comme un peu entrecoupé sa saison. Puis ça a comme un peu entrecoupé son aura aussi. Tu sais, il est revenu au jeu. J'avais un petit peu de misère avec son jeu dans l'ensemble. C'est pas un gars qui a un coup de patin phénoménal, Roger McQueen, en ce qui me concerne. Ensuite de ça, euh, quand il y a la rondelle sur la palette, c'est pas toujours les bonnes décisions. Il y a quand même une petite touche de fabricant de jeu, mais c'est pas dans son ADN, c'est pas nécessairement sa force. Euh, donc, quelques prises de décision un peu douteuses avec la rondelle, quelques pertes de rondelles un peu douteuses, un peu dangereuses. Euh, Son lancer, là, évidemment, il était capable de marquer un début en début de saison. Là, ça a été difficile à son retour de vraiment trouver ce rythme-là. On dirait il était capable de marquer des buts parce que il a un bon lancer des poignets, il est capable de décocher des lancers dans quand même un rayon un petit peu plus loin. Donc, capable de battre des gardiens de cette façon-là. Il n'y a pas un lancer, un tir sur réception foudroyant, mais moi, je déteste pas son lancer sur réception. Évidemment, on n'a pas. Il y a des gens qui l'ont comparé un peu avec Tage Thompson, mais c'est là la différence. C'est pas nécessairement un marqueur élite, tant qu'à moi, Roger McQueen. Je pense que c'est un bon marqueur en général, mais je pense pas qu'il va atteindre du 45 proche 50 buts dans la Ligue nationale comme un gars comme Tage Thompson peut le faire. Donc là, on commençait à voir des choses qui me dérangeaient un peu. Ça a été difficile pour lui en fin de saison. Ça a été difficile pour lui en série. Il a joué 3 matchs. Il s'est reblessé encore. On en parlait dans notre chat. On était comme, il s'est-tu encore reblessé? Donc ça a été une saison très difficile pour lui côté santé, côté ressortir du lot. Euh, mais je pense que le potentiel est encore là. C'est juste qu'il est rendu à ce choix-là au 10e rang. Je pense que la valeur, elle est bonne. Si tu commences à penser peut-être dans le top 3, dans le top 5, comme on avait l'impression que c'était possible en début de saison, et c'est là peut-être que le risque est important. Parce que là, on a parlé de la comparaison un peu avec Lindstrom côté blessure. Puis Lindstrom, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il revienne au jeu. On l'a perdu d'un boulamite aussi un peu cette année jusqu'à ce qu'il revienne pendant les séries de son équipe, les Tigers de Medicine. Donc, McQueen, il a perdu. En plus de ça, il n'a pas été servi par une grande équipe. Donc, son parcours éliminatoire a été tellement rapide qu'il a fait un petit tour et il est parti. Mais moi, je pense qu'encore une fois, comme joueur de centre,
c'est pas un fabricant de jeu extraordinaire, mais avec la rondelle sur la palette, il peut créer des choses. Défensivement, c'est pas nécessairement un futur gagnant du trophée Selkie, mais j'ai trouvé qu'il s'est impliqué un peu plus avec le temps par rapport à l'année passée. Physicalité, je pense il est capable d'être physique, mais pas nécessairement pour punir les. C'est pas un Tom Wilson, disons, là, puis je prends l'exemple facile parce que c'est comme le golden standard un peu de ces joueurs-là qui sont très violents, qui sont très des chasseurs de tête un petit peu. Du côté de McQueen, on n'est pas là, mais je pense que le côté protection de rondelle qui est là, il est capable de finir ses mises en échec en pression ou le long de la bande. Défensivement aussi, il est capable de venir barrer des bâtons, capable de venir prendre des rondelles. Mais encore une fois, c'est tout ça va nécessiter beaucoup de polissage. Ça va nécessiter beaucoup d'aiguillage de la part des entraîneurs, d'une équipe qui va le repêcher. Puis, je me souviens, l'année passée, on avait parlé de Dean Les Tourneaux, qui était dans un niveau. Puis là, c'est pas nécessairement la même chose avec McQueen, parce que Dean Les Tourneaux était dans un niveau, c'était mineur, là, puis avant de passer au collégial cette année. Puis on semblait se demander, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec son développement? Ou est-ce que c'était simplement que c'est un gros joueur, il doit un peu apprendre à rentrer dans son corps, si on veut, à jouer contre des joueurs qui sont plus petits que lui, peut-être à 6 pieds 190, mettons, mais qui sont plus aguerris, qui comprennent un peu plus la game en tant que telle, qui sont un petit peu plus intelligents dans la façon d'aborder, mettons, les batailles à 1 contre 1, le travail le long des bandes, le jeu devant le filet. Donc, McQueen, on dirait que l'année passée, il avait commencé ce processus-là, puis là, cette année, son corps l'a comme un petit peu laissé tomber, puis là, il a comme perdu un peu de son potentiel dans le junior. Mais McQueen, je continue à croire que ça peut être un très solide deuxième centre. Est-ce que je le vois comme un 1 sur plus maintenant? Est-ce que je le vois comme un 1.5? Je pense que oui. Je pense qu'il pourrait venir. Si, mettons, on va dire n'importe quoi, mais mettons, il tombait à Chicago. Tu sais, t'as Bedard qui est ton premier centre, puis ensuite de ça, tu peux un peu manœuvrer avec McQueen et Nazar, puis bon, il y aurait peut-être une façon, puis il y en a d'autres équipes comme ça, là, où ils ont peut-être vraiment leur centre numéro 1 établi, puis t'as juste besoin d'avoir puis comme le Canadien, disons, avec Suzuki. Je pense que McQueen peut faire ça, puis si jamais t'as besoin d'aide avec de l'offensive, vraiment pur, là, avec des joueurs de talent, je pense que McQueen est capable d'aider aussi dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'il va avoir à améliorer, tu sais, son coup de patin, il va falloir qu'il améliore, peut-être évidemment son sens du hockey en général, beaucoup de passes risquées, des fois des jeux dont le pourcentage est bas, des pertes de rondelles, des fois un peu tunnel vision aussi, essaie de lancer alors qu'il y a peut-être d'autres options. Donc ça va être vraiment de l'améliorer ça avec la maturité puis l'expérience, puis le jeu défensif aussi. Donc, c'est vraiment le package. Quand tu regardes ça, Roger McQueen, tu te dis, je veux pas dire la licorne, là, parce que c'est très... on dirait que c'est un petit peu utopique de voir un joueur comme s'il y avait personne d'autre qui jouait dans ce style-là, mais c'est un peu ça. C'est que tu as un gars de 6 pieds 5, 200 livres, un droitier qui a une bonne mobilité puis un bon lancer. Après, qu'est-ce que tu peux faire pour le développer? Après, qu'est-ce que tu peux faire pour amener son jeu à un autre niveau dans la Ligue nationale? Puis d'être sûr que son pace va être capable de suivre les bons joueurs parce que tu vas lui demander de jouer sur un deuxième trio avec probablement des joueurs de talent. Donc, tu veux qu'il soit capable d'aider un peu la défensive pour permettre à ces joueurs-là d'exprimer leur talent, mais tu veux aussi qu'ils soient capables de suivre le pace, d'être intelligent avec la rondelle pour justement aider aussi ses coéquipiers. Donc, un gros projet pour moi, Roger McQueen, mais je pense que la base, elle est là. Mais il pourrait facilement devenir juste un gars de 30 points, puis 35 points, puis vraiment avoir une difficulté à éclore dans la Ligue nationale. Mais j'aime croire que le potentiel est là, puis il est capable
de vraiment faire une différence à l'autre niveau. Donc, Roger McQueen, 10e sur ma liste. Au 9e rang, c'est Jake O'Brien, un attaquant des... Ben, en fait, c'est un joueur de centre des Bulldogs de Brentford, excusez, je mélange deux équipes, mais oui, Bulldogs de Brentford. Jake O'Brien, je pense qu'il a bien monté cette année dans les listes, puis je pense que c'est normal de voir ce gars-là monter dans les listes parce qu'il est vraiment il est très dangereux avec la rondelle. Tu vois vraiment beaucoup le talent, le côté offensif très dangereux, très menaçant. Met tout le monde sur le qui-vive. Il faut que tu sois alerte quand tu es un coéquipier de Jake O'Brien parce que les passes que tu penses impossibles à recevoir, lui, il les fait passer. Pour moi, je sais qu'on a parlé de James Higgins, comme quoi c'était peut-être le meilleur fabricant de jeu du repêchage. Puis j'en ai parlé justement dans notre classement de mi-saison. Je pense que playmaker, fabricant de jeu vraiment pur, avec tout ce qui amène, puis les passes, puis le jeu vraiment cérébral dans la zone offensive, je pense que Higgins est numéro 1, puis O'Brien, j'aurais pas de misère à dire qu'il est 2e. Mais comme j'ai spécifié dans notre classement de mi-saison, je pense que O'Brien, c'est le passeur le plus trompeur du repêchage. Vraiment, il est capable de carrément envoyer les défenseurs dans des endroits où il aurait jamais dû être, les faire tricher un peu, les faire lire quelque chose qui est pas là finalement. Le défenseur, il pense que finalement, il va avoir un lancer. Non, O'Brien qui garde la rondelle, une petite passe derrière, c'est l'autre coéquipier. Ou tout simplement, il regarde dans une direction, semble envoyer la rondelle à un endroit, finalement, c'est de l'autre côté que ça s'en va. Donc, il y a comme un jeu du côté d'O'Brien, de fabricant de jeu, là, qui est tellement... il y a plusieurs couches à ce jeu-là. Ça peut être des passes très simples pour relancer l'attaque, pour amener des coéquipiers dans l'enclave, d'avoir des bonnes occasions de marquer. Tu as aussi le niveau de jeu où les passes risquées, les passes vraiment là, à plus bas pourcentage, les passes d'un bout à l'autre de la patinoire latéralement, là, donc les rink wide comme on dit, du côté droit jusqu'au côté gauche et vice-versa. Tu as cette couche-là aussi qui est raffinée un peu du côté d'O'Brien. Puis tu as aussi son jeu vraiment en transition, à quel point il est capable de prendre une rondelle, de donner l'impression que ça s'en va à quelque part, puis finalement, il fait bouger les défenseurs, il fait penser les gardiens adverses. Puis c'est de cette façon-là qu'il réussit à rendre ses coéquipiers meilleurs. Donc du côté d'O'Brien, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup ressorti cette année. Puis je pense qu'on l'avait vu déjà l'année passée dans une mesure. Tu sais, le gars, il ramasse 51 points. En fait, 51 mentions d'aide à 16 ans. Là, c'est quand même pas... c'est quand même pas n'importe quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses l'année passée dans son jeu qui devaient passer à un autre niveau. Pas nécessairement parce que c'était pas bon, mais je pense plus le côté professionnel. Il y avait des jeux où il y avait des pertes de rondelles, où il tentait des choses qui étaient très risquées, dont je pense qu'il était capable de le faire. Je pense qu'il savait qu'il était capable de le faire, mais c'était peut-être pas le bon moment. Là, cette année, j'ai l'impression qu'il a comme un petit peu plus... qu'il a modifié son approche un petit peu. On lui a pas parlé, puis on le connaît pas personnellement, mais moi, quand je regarde jouer O'Brien, c'est un peu ce que je vois de lui. C'est un fabricant de jeu qui est passé à un niveau où il devient beaucoup plus efficace, où le pourcentage de réussite devient beaucoup plus élevé dans son cas. Donc O'Brien, c'est là où ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a quand même un bon coup de patin, O'Brien. C'est sûr que ça pourrait peut-être s'améliorer un petit peu, mais je trouve qu'il y a un patin intéressant. Il n'est pas à la remorque de qui que ce soit. Moi, ce qui m'a un peu inquiété, puis en fait, c'est pas inquiété, mais c'est peut-être quelque chose qui a retenu mon attention, qui me fait demander si y a-t-il une possibilité qu'il joue à l'aile plus tard. Parce que O'Brien, il temporise le jeu, il prend son temps vraiment pour regarder
ses options, puis moi je trouve ça bien, mais des fois j'ai l'impression que son pace est un peu plus bas, c'est qu'il est vraiment... il arrive à travers la zone neutre, puis là il rentre en zone, mais tout s'est fait un petit peu lentement. Je sais que lui, il voit quelque chose, puis je sais que lui, il s'attend à ce que ses joueurs arrivent à certains endroits, puis il va être capable de les trouver, mais j'ai l'impression que des fois le jeu pourrait être plus élevé, le pace pourrait être plus élevé, puis ça lui servirait peut-être un peu plus la cause côté offensif, pas qu'il amasse pas de points, mais je pense peut-être pour ses coéquipiers aussi. Je pense que ça créerait un petit peu plus euh, de création offensive, dans le fond, d'occasion de marquer. Euh, Défensivement aussi, moi, O'Brien, je le trouve pas mauvais, mais il y a aussi un petit problème de ce côté-là, côté défensif, dans le sens que l'engagement n'est pas toujours là, tant qu'à moi, même si j'ai l'impression que c'est pas nécessairement qu'il veut pas ou qu'il essaie pas. Je pense peut-être je pense qu'il est un peu plus axé sur l'attaque, carrément. C'est vraiment de partir avec la rondelle puis de créer des choses. Mais je pense que défensivement, il fait du bon travail, mais ça serait quelque chose que j'aimerais qu'il améliore aussi un petit peu. Euh, le lancer, il est très bon son lancer. Puis comme je disais, il peut s'en servir comme à pas un petit peu. Puis il vend un lancer, puis finalement, il va faire une passe. Donc, pour moi, c'est un joueur assez complet, O'Brien, même s'il y a des choses à améliorer et à perfectionner, entre guillemets, puis c'est normal à cet âge-là. Il a seulement 17 ans, lui aussi. Il n'a pas 18 ans avant la mi-juin. Donc, quand les vidéos vont sortir, il ne sera même pas majeur encore. Mais le côté un peu plus... c'est ça, le côté un peu plus physique, un peu plus de pace dans son jeu, ça m'intéresserait, mais je pense que le talent est tellement élevé. C'est peut-être un des joueurs avec le plafond offensif le plus élevé du repêchage. Puis, au pire, si jamais ça fonctionne pas, nécessairement production offensive là, de 90-100 points, je pense qu'il a assez de talent et il est assez intelligent pour au moins t'en donner une cinquantaine. Donc, ce serait pas un choix... si tu repêches ce gars-là 6e puis il te donne 50 points, ça serait pas super... sa valeur, elle est pas super bonne, mais en même temps, je pense qu'il serait capable d'aider une équipe quand même pour ce qu'il amène aussi sur la patinoire. Donc, j'ai pas l'impression que à partir dans le top 10, c'est un choix qui est risqué, que c'est gaspillé. Je vois beaucoup de potentiel offensif en lui, puis c'est un peu dommage parce que O'Brien, on l'avait vu au Linka Gretzky cette année, il était dans un rôle différent, puis ça n'avait pas ressorti beaucoup. On l'a pas vu au U18, on l'a pas vu ben là, on l'avait vu au U17, mais encore une fois dans un rôle très, très moyen. Donc, c'est que là, on se fie vraiment à la saison passée, puis cette saison, puis l'échantillon cette saison, il est très élevé. Donc, j'aime ce que je vois de lui. Je comprends que les joueurs, les gens ont fait monter dans leur liste. Je comprends pourquoi la centrale ou quoi que ce soit l'ont assez haut. Mais je sais qu'il y a quand même un petit peu de bémol à avoir dans son jeu. Ça serait intéressant de voir la progression. Ça serait intéressant de voir aussi quelle équipe le repêche parce que il y a des équipes qui ont de la misère à développer des talents comme ça. Donc, mais s'il tombe avec un club qui est capable de laisser parler un petit peu plus l'attaque, tu sais là, bon, évidemment les Sharks, Blackhawks, des équipes comme ça, je pense que ça serait très bon pour lui parce que là, il y aurait le feu vert pour aller tenter, dans le fond, toutes sortes d'expériences. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire cette année? Il a tenté beaucoup de choses, puis ça lui a servi sa cause pas mal. Donc, Jake O'Brien au 9e rang. Il aurait pu être un petit peu plus haut, mais je pense que, tu sais, encore une fois, j'arrive sur un range où c'est très difficile, c'est très serré, puis tout le monde s'équivaut un petit peu. Donc, Jake O'Brien 9e, 6 pieds 2, 170. Donc, il y aura un peu de masse à prendre aussi, mais énormément de talent. Au 8e rang, probablement le boy de tout le monde, mais je l'avais proclamé assez rapidement, c'est mon boy Carter Bear. Un boy commun parce que Carter Bear, c'est un joueur qui... tu sais, c'est tellement...
il est tellement plaisant à regarder juste parce que, comme on le mentionnait, Carter Bear, c'est pas nécessairement le fait qu'il est violent sur la patinoire, c'est pas nécessairement le fait qu'il est tu sais, qu'il va aller punir tout le monde sur la patinoire, c'est vraiment le fait qu'il commence à jouer, puis là t'es comme ok, là le niveau passe ailleurs là. Tu sais, il amène ses coéquipiers dans le combat. T'as pas le choix de suivre un peu un gars comme ça parce qu'il est fougueux, parce qu'il est intense, il a son papier sablé. Il va aller se faire aller le manche-patate, il va aller regarder les joueurs adverses au banc puis faire quelques petites simagrées. C'est ce genre de joueur-là, puis ça, quand t'amènes un joueur comme ça dans ton équipe, c'est pas nécessairement que ça protège les autres, c'est plus le fait que ça amène une identité à ton équipe, une culture à ton équipe, puis d'avoir un gars comme Carter Bear, je pense que c'est ça que ça fait, parce que tu le regardes aller, c'est pas un si gros gabarit ça, à 6 pieds, 175, 180, mais il a pas froid aux yeux, il a peur de rien, là. Tu sais, il s'en va il va aller ramasser des plus gros défenseurs, il va aller en pincer quelques-uns le long de la bande. Je me souviens d'un match que j'avais présenté sur ma chaîne contre les Thunderbirds de Seattle. Tu sais, il en était venu en escarmouche. Tu sais, il s'était pogné tout le match un peu avec Mertka côté jeu général. Puis à un moment donné, la marmite a débordé. Puis ils s'en sont venus avec quelques petites taloches. Puis Mertka, il est quand même 6 pieds 6, 200 livres. Puis Carter Bear lui concédait quand même quelques pouces puis quelques livres. Mais il s'en foutait carrément. Il était là, il était dans le combat, il était là. Puis peu importe qui va venir... il va accepter l'invitation, peut-être pas nécessairement pour se battre en tant que tel, mais au moins pour te montrer qu'on n'est pas intimidé. Donc ça, c'est ça la valeur d'un gars comme Carter Bear. Et là, c'est sans parler, en plus de ça, de tout ce qui t'amène sur la patinoire. C'est un joueur très complet. Tu sais, pour un ailier, on a vu peut-être un petit peu au centre par moment, mais comme ailier, de voir à quel point il est solide défensivement, très impliqué, très bonne lecture du jeu, très bon positionnement, le bâton, encore une fois, comme je le mentionnais, sa ténacité fait en sorte que le long des bandes, tu sais, des fois, il va la vouloir plus que toi. Très bon aussi en relance, donc il est capable de... Tu sais, d'habitude, on pense que le centre va venir aider beaucoup les défenseurs pour la relance, ce qui est vrai, ou les sorties de zone. Ce qui est vrai, mais Bear aussi s'implique beaucoup là-dedans. Il est capable de relancer la rondelle, de relancer l'attaque aussi par lui-même avec son patin, avec ses mains. Il est capable de traverser le centre, d'attaquer nord-sud. Il est capable d'y aller aussi un petit peu est-ouest si jamais l'ouverture est là. Il est capable de prendre son temps avec la rondelle aussi, de vérifier ses options, utiliser ses coéquipiers pour ensuite lui-même se positionner dans des endroits dangereux où il peut tirer. Parce que Carter Bear, il y a une dégaine aussi très bonne. Il y a la cuillère, comme on dit. C'est qu'il est capable de bien dégainer rapidement, mais aussi il est capable de changer l'angle de son tir du côté de son tir des poignets. Donc, tu sais, il te vend un peu quelque chose, puis là, ensuite de ça, la rondelle s'en va un petit peu à côté, un petit peu ailleurs. Puis, c'est vraiment là où ça ressort aussi du côté de Bear. Donc, c'est pas un espoir parfait, Carter Bear, mais moi, je trouve que c'est un espoir qui s'approche beaucoup de qu'est-ce que tu as besoin dans la Ligue nationale pour gagner. Parce qu'il y a le niveau de talent, il y a le niveau d'intensité, la mobilité est bonne, l'intelligence est là. Je pense qu'il est, encore une fois, comme je dis, il est souvent dans le combat. Donc, il amène, il me semble être un peu un leader aussi, genre leader né. Très bon en attaque du côté de l'avantage numérique. Puis très bon en désavantage numérique aussi. C'est quand il a joué avec Miettinen en désavantage numérique, tu sais, c'était deux réels démons là, sur la patinoire. Là. L'intensité, l'échec avant, la face, il mettait constamment de la pression sur les défenseurs, la face dans la bande. Tu sais, pour moi, Carter Bear, c'est ça, c'est que tu sais, est-ce que des fois il pourrait améliorer juste un petit peu son patin, juste un petit peu plus de séparation du côté de son attaque avec les défenseurs, mais c'est tellement
c'est tellement minime pour moi. C'est des choses qui sont, en plus de ça, qui se corrigent bien. Donc, moi, je trouve que c'est un joueur qui a eu un énorme impact avec son équipe cette année. Everett a terminé très haut dans le classement. Puis, Everett, ils l'ont manqué en série parce que Bear a raté toutes les séries. Puis on voyait à quel point Everett était... Tu sais, même contre les Thunderbirds, là, qui avaient un écart de 35 points entre les deux équipes en première ronde. Tu sais, à un moment donné, on croyait vraiment... Là, j'en avais parlé dans le chat, on regardait un des matchs, là, je pense que c'est le 4e ou le 5e match. On avait vraiment l'impression que les Thunderbirds allaient les sortir, Everett. Puis finalement, ils s'en sont sortis, mais on a vu après la suite, ça a été difficile. Donc, avoir Bear dans la formation, ça aurait aidé sur tous les fronts, tant qu'à moi. Puis je pense que c'est ça. C'est d'avoir Bear dans la formation, une équipe de la Ligue nationale, ça va aider dans tous les aspects du jeu. C'est la valeur qu'il y a. Est-ce qu'il aurait pu être un petit peu plus haut? Peut-être que oui, mais en même temps, les autres gars qui sont en avant aussi, il faut que tu respectes un peu le talent, il faut que tu respectes un petit peu le jeu en tant que tel de ces gars-là. Donc Carter Bear, pour moi, un ailier très moderne, là, un ailier très... un joueur très moderne, un joueur très intense, puis personne n'est surpris de voir que j'ai ce gars-là dans mon top 10, parce que puis j'aimais beaucoup Ryan Leonard à l'époque, puis parce que c'est ça, c'est des joueurs qui quand tu les regardes, tu dis il y a aucune chance qu'en série, ce gars-là, il ait pas un impact. Puis c'est ça que tu veux. Tu veux arriver en série, puis tu veux regarder l'autre équipe et dire « Hey, en soir, on va vous passer à travers le corps. » Puis Carter Bear, c'est exactement ça qui amène comme mentalité. Donc, 8e rang pour moi, Carter Bear. Il aurait pu être un peu plus haut. Et s'il y en a qui l'ont plus haut, ben tant mieux, parce que c'est vraiment un très bon joueur, puis un joueur super plaisant à regarder. Juste malheureux qu'il s'était blessé. Donc, Carter Bear, 8e. Au 7e rang de ma liste, c'est le Québécois qui est le plus haut. Évidemment, de ma liste, je pense que c'est le Québécois qui est le plus haut sur toutes les listes qu'on va trouver. C'est Caleb Desnoyers, joueur de centre des Wildcats de Moncton, 6 pieds 2, 180 livres environ. Déjà quand même un bon gabarit, il a le physique de l'emploi quand même pour, en plus de ça, prendre de la masse. Donc ça devient quelque chose d'encore très intéressant, parce qu'on projette en lui peut-être un centre numéro 1. Puis je le crois aussi. Caleb Desnoyers, ça a été... je pense que cette année, il nous a montré tellement de facettes dans son jeu. Il nous a montré tellement de choses qu'on projette dans la Ligue nationale, qui se transposent bien dans la Ligue nationale, à commencer par son intelligence sur la patinoire. Caleb Desnoyers, quand il a la rondelle sur sa palette, ou quand il n'y a pas la rondelle sur sa palette, c'est un joueur d'impact. C'est bizarre parce que côté fabricant de jeu, mettons, quand il a la rondelle, il est très bon. Là, il va trouver des coéquipiers, il va effectuer de très belles passes, il va trouver des lignes des fois qui sont... Ou même des fois, c'est pas nécessairement la ligne qui est difficile, mais c'est juste la passe en tant que telle. C'est l'exécution de la passe qui est pas facile, un peu du revers, où il se fait bousculer un peu, absorbe le contact, passe ça à son coéquipier. Donc, tu sais, c'est ce côté-là de son jeu offensif est excellent. Puis il est très intelligent avec la rondelle, il est patient, il regarde vraiment ses options, il regarde vraiment... Puis il prend la bonne option aussi, parce qu'il est quand même capable de prendre de bons lancers, le Desnoyers. C'est ça qui arrive, c'est que si jamais tu lui donnes du temps, si jamais tu lui donnes de l'espace, il va prendre ce que tu vas lui donner, puis il est assez talentueux pour vraiment te faire mal. Il va prendre un bon lancer, ou au pire, il va réussir une belle passe, ou il va attendre que quelqu'un d'autre s'en vienne pour avoir une meilleure option, une meilleure lecture. Pour moi, Caleb Desnoyers du côté offensif, c'est pas surprenant d'avoir vu ce gars-là dominer les séries de la LHJMQ. Puis, il a eu 18 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, d'avoir été aussi dominant que ça, pendant la saison, c'est une chose. De l'avoir été aussi pendant les séries, c'en est une autre, parce que sa production de points pendant les séries a été meilleure que pendant la saison. Puis moi, c'est toujours quelque chose qui
qui me fait ressortir, que j'aime voir un petit peu de ce côté-là, parce que les séries, comme je le dis tout le temps, c'est plus serré, c'est plus robuste, t'as moins de place, les arbitres donnent moins d'avantages numériques, donc tu dois vraiment te concentrer à jouer à 5 contre 5. Desnoyers, pour moi, ça a été... c'est un joueur qu'on voulait pas... On veut pas comparer à Patrice Bergeron, mais quand on regarde... Parce que Patrice Bergeron, c'est un peu le golden standard là, de qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières années, mais à quel point ce gars-là fait les détails sur la patinoire, à quel point défensivement il est impliqué, il couvre bien son homme, il donne pas beaucoup de choses aux joueurs qui suivent, que ce soit un centre, un ailier, il réussit vraiment à limiter, à matcher un trio, puis à limiter vraiment ce trio-là. Un peu comme l'ont fait justement les trios de Kopitar dans le temps. Puis Kopitar il est encore bon, là, mais même Bergeron à l'époque où tu disais, hey, ce gars-là, même les Mike Richards, puis je compare pas les joueurs, mais les gars comme Mike Richards aussi, c'était toujours des match-ups difficiles. Puis Desnoyers, je pense que c'est ça qui amène dans la Ligue nationale aussi. C'est un match-up difficile parce que en plus d'être bon défensivement, il va te faire mal paraître à l'attaque aussi. Puis il y a cette physicalité-là en lui aussi, Desnoyers. On l'a vu être suspendu là, parce qu'il avait asséné une mise en échec un peu... c'était un peu salaud, là, un petit peu dirty, là. Mais il y a ça aussi dans sa game qui est présent, qui est pas nécessairement, encore une fois, c'est pas toujours des mises en échec qui sont très violentes ou des mises en échec qui sont très dangereuses pour blesser des joueurs, à part peut-être celle-là dont on parle, mais c'est de la mise en échec juste pour la pression, pour de la rudesse en tant que tel. Un peu comme Patrice Bergeron, il faisait. Des fois, là, il en alignait un, puis il sortait l'épaule, puis il était carré, puis il était solide, puis là, ça faisait réfléchir tout le monde un petit peu, puis ça faisait en sorte que tu pouvais pas passer, puis tu pouvais pas penser que ça allait être facile de jouer contre ce trio-là. Puis ça, on l'a vu dès la Coupe Linka-Gretzky. Desnoyers, il arrive à la Coupe Linka-Gretzky, on se disait, OK, il va avoir peut-être un rôle offensif. Puis ça a été un peu le cas, mais c'est vraiment le côté physique. Il a été utilisé vraiment dans l'aspect physique aussi, dans le côté devant le filet, puis bousculer les défenseurs, appliquer de la pression. Donc ça a été une facette de son jeu qu'on avait déjà vu. On avait déjà vu une partie de ça un peu l'année passée aussi, mais vraiment, il avait donné le ton vraiment dans la Coupe Linka-Gretzky. Puis les 2 matchs contre le programme américain aussi, il a été capable de produire un petit peu, mais encore une fois, ça a été extrêmement difficile de jouer contre ce trio-là. Contre lui, son trio en tant que tel. Lui avait fait le gros du travail aussi au niveau du jeu défensif, puis en plus de ça, ensuite de ça au centre. Donc moi, là, Caleb Desnoyers, ce que je vois de lui, c'est probablement un centre numéro 1-ish de 75 points. Ça serait un bon, mettons, un bon plafond pour lui. Mais, dans la conversation pour peut-être le Selke de temps en temps, c'est un peu ça, là. J'essaie de voir, je veux pas, encore une fois, je veux pas comparer à un Kopitar ou à un gars comme Bergeron tout ça, mais un peu la coche juste peut-être en dessous là. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup de son côté. Puis il y a tellement de talent. La seule affaire que j'aimerais que Desnoyers améliore un petit peu, c'est son coup de patin. Juste un petit peu plus de séparation, un petit peu plus de pace. Dans sa vitesse, dans son patin, mais sinon, dans l'ensemble de l'œuvre, tu repêches ce gars-là, puis je pense que, pas l'année prochaine, mais je pense que dans 2 ans, il est déjà dans ta formation, puis il a déjà un impact, puis là, ensuite de ça, ben là, ça se poursuit pendant quoi, 15-20 ans. Donc, moi, je pense que Desnoyers, ça va être un joueur d'impact dans la Ligue nationale, peut-être pas nécessairement côté points, 100, 105 points, 110 points, mais
côté vraiment le jeu d'ensemble, puis ce qui va t'amener en série aussi, puis quand ça va être, encore une fois, le temps de matcher les trios, puis quand ça va être le temps de limiter certains joueurs. J'ai tellement hâte de le voir dans la Ligue nationale contre des bons joueurs, des bons trios, des bons joueurs de centre. Encore plus s'il est dans l'Ouest, puis il doit affronter justement des gars comme McDavid, comme Bedard, et tous les autres bons qu'on a en ce moment aussi dans la Ligue nationale, avec les Robertson et Kopitar et toute cette panoplie de joueurs-là. Puis je sais pas qu'il n'y en a pas des bons dans la Ligue, dans l'association Est non plus, mais j'ai hâte de voir ça dans la Ligue de l'Ouest où c'est généralement un petit peu plus physique, un peu plus serré. Donc je pense qu'il s'adapterait dans tous les styles de jeu. Donc Caleb Desnoyers, 7e sur ma liste. Lui aussi, il aurait pu être un petit peu plus haut, mais je pense que c'est un bon rang. Puis j'ai pas l'impression que. Je pense qu'il va sortir dans le top 5. J'ai pas l'impression qu'il va froisser son habit bien longtemps, Caleb Desnoyers. Donc il n'y aura pas besoin d'aller chez le nettoyeur. Ça va probablement. Puis est-ce que ça serait même le Mammoth de Utah ou pour venir justement appuyer peut-être un gars comme Cooley? Parce que Cooley est plus du côté offensif, vraiment. Défensivement, il est pas mauvais, mais je pense que Desnoyers, si tu l'as en soutien à Cooley, je pense que ça rendrait les deux ça rendrait les deux joueurs de centre, lui et Cooley, tellement efficaces, parce qu'il y en a un qui pourrait se concentrer sur l'attaque vraiment pure, avec une belle touche défensive, puis l'autre, il pourrait se concentrer sur le fait de matcher les trios tout en ayant cette attaque-là en lui. Donc Caleb Desnoyers, 7e sur ma liste. Et au moment d'écrire, au moment de faire la vidéo, les Wildcats sont en demi-finale de la Coupe Memorial. Donc, à suivre pour lui pour le reste du tournoi. Au 6e rang, c'est une montée pour lui parce que je pense que quand il est revenu de blessure, il a vraiment fait du bon travail avec une équipe extrêmement limitée et plus faible. Lyndon Lakovic avec les Warriors de Moose Jaw. 6 pieds 4, 190 livres. Puis c'est un... Tu sais, je vais tout de suite parler de qu'est-ce qui me dérange un petit peu dans son cas. Puis ensuite de ça, c'est très minime, là. J'aimerais qu'il soit plus physique. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus impliqué le long des bandes, physiquement. Au lieu d'être un peu plus sur la palette, un petit peu plus tenter d'être un petit peu plus intelligent dans la façon dont il soutire les rondelles à ses adversaires. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus mean, mais je pense que ça empêche pas le fait que son jeu est bon. Puis son jeu d'ensemble est bon. Parce que Lyndon Lakovic, c'est un gars qui a un excellent lancer des poignets. La cuillère, encore une fois, là, le petit toe drag là, en anglais. Si tu lui donnes un peu d'espace, il réussit à t'amener ça entre les jambières, il réussit à t'amener ça près du bâton. En changeant l'angle de tir, le gardien devient un petit peu plus... Puis c'est de longue distance aussi, c'est pas nécessairement d'un coup qui est rentré au demi-cercle, c'est qu'il est capable de lancer un peu avant ça, puis il est capable de surprendre des gardiens de cette façon-là. Puis est-ce que c'est des gardiens juniors? Donc, peut-être que la Ligue nationale, ça va être un peu plus compliqué. Mais le fait qu'on voit cette mécanique-là, le fait qu'on voit cette vélocité-là de lancer, cette diversité, entre guillemets, de lancer, ça fait en sorte pour moi qu'il y a un... il y a un réel potentiel de marqueur de but, là, Lyndon Lakovic. Puis je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont un peu plus bas parce que il y a pas, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement le pace, peut-être, le niveau de jeu, la vitesse qui est désirée. Mais moi, je trouve qu'il patine très bien. Quand il est en contre-attaque ou quand il est en relance ou peu importe, moi, je trouve que c'est hyper dangereux. Là. Il attaque les défenseurs. Moi, je serais pas à l'aise de voir un gars de 6 pieds 4, 190 arriver comme ça, avec son air d'aller. Puis là, ensuite de ça, tu sais qu'il a les mains pour te faire mal paraître. Donc là, il peut t'amener à l'intérieur, il peut t'amener à l'extérieur. Puis là, ensuite de ça, protéger la rondelle pour revenir à l'intérieur. Ou tout simplement protéger la rondelle, puis utiliser son intelligence parce qu'il y a il y a une bonne capacité de playmaking, Lyndon Lakovic. Donc, si jamais
tu lui donnes un petit peu plus... Si tu te fais écarter comme défenseur puis tu lui donnes de l'espace, il va trouver des coéquipiers, il va trouver des joueurs qui peuvent compléter ses passes, compléter ses manœuvres. Donc pour moi, je trouve que c'est tu sais, je veux dire un dual threat en tant que tel, une double menace parce que il peut utiliser son gabarit pour marquer lui-même des buts, pour décocher des bons lancers, mais il peut te mettre sur les talons à cause de son jeu avec la rondelle pour préparer un peu les buts pour les autres coéquipiers. Donc, tu sais, la COVID cette année, j'ai trouvé ça dommage parce que, bon, il a perdu des coéquipiers en cours de route. Puis ça aurait été facile pour lui de vraiment s'effondrer un peu côté production. Il a perdu Braden Yeager en début de saison. Il a perdu Ryan Kovacevic aussi pendant la période des transactions. Puis au contraire, quand il est revenu de sa blessure, Lakovic a été... il a pris cette équipe-là sur ses épaules. Il a montré vraiment du caractère, du leadership. Il a été nommé capitaine aussi pour la suite des choses, justement. Puis je pense qu'on le voyait sur la glace. On voyait à quel point il était capable de rendre les autres meilleurs, d'amener des joueurs avec lui aussi dans l'attaque. Puis il a fini la saison en force quand même. Il a été productif. Il a été... Tu sais, défensivement, il y a eu un petit peu de problèmes parce qu'évidemment, l'équipe est moins talentueuse, mais je trouve qu'il n'a pas nécessairement été un boulet pour son équipe. Des fois, tu t'aimerais en voir un petit peu plus, mais en même temps, je trouve que si on y va seulement du côté le mandat offensif, puis vraiment s'assurer qu'il utilise un peu son style de power forward, d'allié de puissance, pour créer de l'espace, puis ensuite de ça, se positionner pour décocher des lancers. Moi, je trouve que ça serait excellent sur un deuxième trio dans la Ligue nationale. C'est le talent, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est le package qui m'intéresse beaucoup parce que quand je vois ce gars-là, je me dis, OK, il y a beaucoup de polissage à faire encore. Ça, c'est correct. Mais les bases sont tellement bonnes. Le jeu de playmaking, comme le jeu de playmaking, les fabricants de jeux, comme je le mentionne, ça me semble un peu untapped, comme on dit en anglais. Là, je m'excuse des anglicismes, là, mais on le voit, il est là, puis on dirait que on peut l'amener encore plus haut. Puis ça, c'est assez... tu sais, ça peut faire peur là, d'avoir un gros gars comme ça qui vient ajouter du playmaking là-dessus parce qu'on sait déjà qu'il est fort sur la rondelle avec son lancer. On sait qu'il est bon le long des bandes aussi en protection de rondelle ou même en attaque verticale en protection de rondelle. Mais après, c'est ça, c'est juste de s'assurer que tu le fasses jouer avec, mettons, un gars un petit peu plus défensif, un centre qui est un peu plus défensif, puis peut-être un fabricant de jeu qui viendrait peut-être lui enlever un peu de pression sur la fabrication de jeu, puis il pourrait juste se concentrer à marquer des buts, à vraiment être dangereux près du filet. Donc, je sais pas pourquoi, tu sais, je sais pas s'il y a eu un manque de torque de son côté. Moi, je trouve que les habiletés fines, elles sont là. Puis c'est juste le fait de l'amener un peu plus dans l'engagement, dans l'intensité, d'être plus volontaire sur la glace. Mais on l'a vu, j'ai l'impression qu'on l'a vu, moi, dans les dernières semaines de la saison. Puis c'est malheureux parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'observer en série. Parce qu'on l'avait vu l'année passée, Moose Jaw s'était rendu très loin. Il s'était rendu en finale de la Ligue de l'Ouest, si je me souviens bien. Puis on n'avait pas eu l'occasion de le voir, puis on l'avait vu un petit peu à la Coupe Memorial, évidemment, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir cette année en série. Mais quand on l'a vu contre le programme américain, je pense que c'est dans le deuxième match où il a été vraiment... il a été de tous les combats, puis il a été vraiment dangereux. Il a fait mal paraître plusieurs défenseurs. Il a rendu la tâche difficile à plusieurs attaquants aussi. Donc, moi, Lakovic, je vois quelque chose en lui de très élevé. Je vois un gars qui pourrait peut-être en marquer 35 dans la Ligue nationale, puis d'avoir un impact aussi sur
le fait que les autres produisent avec lui par son playmaking, par l'espace qu'il va donner ou par sa récupération de rondelles. Donc, je ne sais pas s'il va glisser. Je ne sais pas si c'est haut de l'avoir sixième. Peut-être que oui, mais moi, je vois du potentiel en lui. Puis, je pense qu'il a juste besoin de se faire coacher un petit peu. Puis de se faire donner juste un petit coup de pied dans le derrière. Pas gros, juste un petit coup de pantoufle. Là. Puis, j'ai l'impression que ce gars-là, il peut être très dangereux dans la Ligue nationale. Parce que je veux pas qu'il devienne un genre de Arthur Kaliyev, là. Moi, je l'aimais beaucoup, Kaliyev, quand même, à son année de repêchage, puis j'avais confiance en lui en début de carrière, puis ça s'est rapidement gâté dans son cas. Donc, je veux juste que Lakovic réussisse à garder cette aura-là, puis qu'il tombe pas vraiment dans des joueurs marginaux, des marqueurs de but qui amènent plus rien. Parce que Lakovic, on l'a vu cette année, qui était capable d'amener d'autres choses. Je veux juste que ça soit un peu plus constant. Donc, sixième sur ma liste, peut-être un choix, peut-être un petit peu surprenant, mais oui, Lyndon Lakovic, sixième sur ma liste, 6 pieds 4, 190, donc le gabarit est là en plus. On entre dans le top 5 et puis là, je sens peut-être que les discussions vont être intéressantes sur ce joueur-là. Pas parce que, tu sais, je pense qu'il est haut dans plusieurs listes, puis il n'y a pas de problème là-dessus. C'est Porter Martone. Joueur qui joue pour les Steelheads de Brampton, un ailier. Puis, très polarisant cette année, Martin. Un autre joueur qui m'a semblé polarisant cette année, tout comme Frundell, tout comme Higgins à la limite aussi. Moi, personnellement, Martin, quand que Seb l'avait sorti, je pense que c'est 12e sur sa liste à la mi-saison, j'étais pas tant surpris. J'ai pas été. Oui, je suis. J'étais un peu saisi de voir qu'à la mi-saison, il l'avait 12e, puis c'était pas contre son rang en tant que tel. C'était plus, je m'attendais pas à voir ça aussitôt. De voir un joueur de ce calibre-là être baissé aussi rapidement. Puis, quand on en avait parlé ensuite de ça dans notre discussion, puis j'étais comme, il n'y a pas de problème vraiment, là. J'étais vraiment à l'aise avec ça, puis je comprenais tellement ses points. Parce que Porter Martone, genre, je l'ai dit, puis je vais le répéter, là, mais il construit un deck de piscine avec des pinceaux. Il pense être un artisan, puis un sculpteur né, alors qu'il devrait être vraiment un gars un peu plus papier sablé. Il devrait être un petit peu plus rugueux. Il devrait être un petit peu plus, un peu mean. Puis je comprends des fois, je sais que des fois, les joueurs sont... Ça faut que tu l'aies en dedans de toi, ce désir-là d'être violent un peu, puis d'être tannant. Tu sais, Brad Marchand, il mesure 5 et 9, puis c'est pas le fun d'affronter un joueur comme ça. Puis, mettons, moi, je couvre le Rocket, là, je regarde Xavier Simoneau. Xavier Simoneau, il a la grandeur de ma mère, là, il est genre 5 et 7, là. Puis il est tannant à affronter. Puis c'est pour ça que des fois, c'est juste, on le mentionne, ils disent en anglais, là, tu sais, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Donc, ça veut dire, c'est qu'est-ce que t'as en dedans de toi. Puis Porter Martone à 6 pieds 3, 207 livres, 205 livres, peu importe. Moi, quand on me dit que c'est un Matthew Tkachuk, quand on me dit qu'il frappe tout ce qui bouge, quand on me dit qu'il est... Tu sais, il y a un peu de Brady Tkachuk en lui. Écoute, je le vois pas. Je sais pas si c'est moi qui a pas pogné des bons matchs. Je vois pas ça du tout. Moi, je vois un gars qui est physique quand ça lui tente, quand ça l'adonne bien, qui fait aller le manche-patate quand les arbitres sont là. C'est rarement un de ceux qui initie les combats, les escarmouches, qui est jamais au centre. Il est au centre de la discussion après. Il vient s'insérer dans les discussions juste pour faire montrer qu'il était là. Alors que moi, je le vois pas ça d'une base régulière, de présence en présence. Un gars qui cible des joueurs puis s'en va les étamper, ou qui arrive devant qui se présente devant un défenseur, envoie la rondelle dans le fond, puis là,
Il s'en va compléter ses mises en échec violentes. Je vois pas ça sur une base régulière, moi, de Porter Martin. Donc, je sais pas d'où c'est sorti cette description-là tôt en début de saison. Moi, je l'ai pas vu, puis c'est pas ça semble pas être ça, Porter Martin. Ça semble être un joueur de finesse qui a ses moments physiques par moment, justement. C'est correct. Mais qui va devenir un producteur de points de talent qui va devoir se fier à d'autres joueurs pour venir le backer un peu sur cet aspect physique-là. Tu sais, quand on me dit, mettons, je reviens encore avec Tom Wilson, mais tu sais, on dit Tom Wilson, il fait grandir tout le monde, puis il fait en sorte que, mettons, un gars comme Pierre-Luc Dubois, qui est pas nécessairement le gars qui va se battre non plus, puis tout ça, il arrive dans les escarmouches, puis là, il a pas peur de se faire ramasser. Mais je pense que Martin, c'est ça, c'est qu'il va avoir besoin d'un genre de Tom Wilson avec lui pour dire, OK, je peux, tu sais, si, mettons, j'ai à laisser tomber les mitaines, au pire, je vais me faire backer aussi par mon coéquipier. Puis c'est pas, c'est pas comme au secondaire, là, puis là, tu vas me backer, puis tu vas me protéger. Tu sais, Martin, il est capable de se défendre, là. C'est juste que c'est pas nécessairement dans son ADN, tant qu'à moi, dans qu'est-ce que j'ai vu, d'être le gars qui va être le plus tannant sur la patinoire, puis qui va être de tous les combats, style combat, là. Tu sais, comme Brady et Kachuk, là. Donc, moi, je vois pas ça du tout du côté de Porter Martin. Je vais dire qu'est-ce que je vois, par exemple, de Porter Martin, parce que je pense que c'est même un peu controversé dans certaines discussions. Ben, si, mettons, je parlais avec Seb ou Saint-Lô, je serais peut-être pas d'accord. Tu sais, il y a le gabarit, Porter Martin. Je trouve que pour la protection de rondelles, pour la difficulté de le contrer en général, pour la difficulté de stopper ses attaques, c'est là aussi où c'est important d'avoir ce gabarit-là. Puis il est capable, oui, il est capable de finir des mises en échec de temps en temps. Mais c'est ça, moi j'ai pas l'impression qu'il punit tout le monde, mais il est capable d'être un peu taxant par moment. Je pense que son patin est pas super bon, mais je trouve qu'il est pas mauvais non plus. Puis je trouve qu'il est capable d'amener ça à un autre niveau, probablement dans la Ligue nationale, où il va peut-être être capable d'aller chercher une gear de plus, une vitesse de plus. Mais tu sais, c'est pas un joueur qui a nécessairement un pace élevé non plus. Tu sais, c'est un joueur qui est très... des fois, il est statique. Tu sais, il attend un peu les passes. Il attend un peu que la rondelle vienne vers lui. Mais tu sais, c'est quand il active un peu le jeu, quand il active un peu le moteur, où là, il peut utiliser ses mains. Il a de très bonnes mains, tant qu'à moi. Où là, il peut vraiment te faire mal paraître. Là, où là, il peut vraiment te passer ça entre le patin, entre les jambes, peu importe. Donc, c'est là que c'est très... c'est là que c'est très dangereux d'avoir Martin sur la patinoire. Il y a des gens qui ont été très impressionnés par son playmaking, ses fabricants de jeu, son style de jeu de fabricant de jeu. Mais moi, je trouve que c'est pas nécessairement élite tant qu'à moi. Je trouve que c'est un bon passeur qui est capable d'enfiler l'aiguille, comme on dit, qui est capable de trouver des lignes de passe plus difficiles. Il est capable de faire en sorte que ses coéquipiers soient dans des positions dangereuses. Il est capable d'amener les rondelles dans l'enclave. Il est capable de protéger la rondelle, puis ensuite de ça, envoyer ça à la pointe. Donc, tu sais, moi, je trouve que le playmaking est bon, mais je trouve qu'il est un petit peu moins bon qu'un gars comme Slavkovski, mettons. Tu sais, Slavkovski, le playmaking qu'il fait est un petit peu plus diversifié, un peu plus épuré en tant que tel. Des longues passes, des saucer passes du revers, d'un bout à l'autre, d'un cercle à l'autre, des passes rapides en avantage numérique complètement d'un côté à l'autre le long de la ligne. Tu sais, puis évidemment aussi c'est son jeu de playmaking en général quand il y a la relance puis tout ça. Donc je trouve que Martin il y a un peu de ça, mais c'est plus des jeux un peu plus simples des fois. Puis son lancer, moi je trouve que là par exemple le lancer de Martin, je trouve qu'il est assez violent, qu'il est assez sec. Tir sur réception aussi il est quand même très bon, puis c'est vraiment le tir des poignets qui le rend un peu plus dangereux, mais il est pas toujours dans le trafic non plus, donc tu sais il va
il va tirer d'un peu plus loin. Puis ensuite de ça, ça va être un gars comme Carson Raycroft qui va venir prendre le retour. Ou, tu sais, Martin aussi, il va aller converger vers le filet de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il donne un peu plus de volume à ses lancers, un peu plus de l'extérieur en tant que tel. Donc, tu sais, moi, je m'attends à ce que ce gars-là devienne un gars de 30 buts, mais, tu sais, c'est le côté potentiel offensif qui le rend aussi haut dans ma liste. C'est que je pense que s'il joue avec un centre plus responsable, puis un allié de puissance comme on a vu avec Raycroft. Puis en fait, on a vu aussi avec Luke Misa, là, c'est un centre two-way, Luke Misa dans la OHL. Carson Raycroft dans la OHL, c'est un attaquant de puissance aussi. Donc je trouve que Martin, il ressortait. Parce que les aspects de son jeu où c'était un peu plus questionnable, c'était un peu camouflé parce qu'il y en a d'autres qui faisaient le travail pour lui. Et puis c'est pas parce que Martin il était à la remorque des deux autres. Je pense que c'est juste que on l'a mis dans son compartiment, Martin, puis il faisait ce travail-là avec plus d'aisance. Donc, moi j'ai l'impression que ça va être un gars de 85 points dans la Ligue nationale si tous les éléments sont bien positionnés. Le problème, c'est que si jamais ça devait moins fonctionner, le côté offensif et tout ça, je suis pas sûr qu'il va t'en donner défensivement. Donc là, vraiment, il faut que tu trouves un moyen de le faire produire. Puis moi, s'il devient un gars de 55 points, je l'aurais genre 15e sur ma liste. Là. Parce que je trouve pas qu'il amène, à part le plafond offensif puis la possibilité que ce gars-là utilise tous ses outils offensifs pour avoir du point par match, je trouve pas qu'il en donne plus que Braden Cool. Je trouve pas qu'il en donne plus que Brady Martin. Fait que j'aurais aucune raison de le mettre devant ces gars-là. Donc, c'est vraiment... Puis c'est ça le repêchage. C'est le jeu de est-ce que tu peux développer ce gars-là, puis est-ce que lui, il peut atteindre ce potentiel-là. Puis c'est tout là que ça va déterminer la carrière de Martin. Comme c'est souvent le cas avec les espoirs de premier plan des repêchages. Si tu leur donnes les occasions régulièrement, puis à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ils deviennent juste des chandails, puis ils vont produire un peu de points ici et là, puis on en a vu plein au fil des années. À Montréal, il y en a eu, Garde Chenyok, ça a été ça. Il y a eu des chances, puis à un moment donné, il s'est brûlé, puis ça a été terminé. Donc, Martin, moi, ça m'inquiète un peu, mais la raison pourquoi je l'ai encore 5e, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a encore la capacité d'aller chercher beaucoup de points, mais la situation va être très importante, puis devra être optimale pour lui, parce que il n'y a pas assez l'intensité, puis il n'y a pas assez le désir de vaincre pour être le joueur d'impact de son trio, outre le fait qu'il y a du talent. Puis je pense que Martin, par exemple, on l'a vu en série, ça a été il y a eu un petit peu d'avancée en série de ce côté-là. Donc, je me dis, il y a peut-être une chance que après la série contre les Generals, il avait bien ressorti quand même. Il y a peut-être une chance que ça s'en aille dans cette direction-là de son côté. Mais tu sais, j'ai pas trouvé. Il y a eu des. Tu sais, ça a été en dents de scie cette année, en plus de ça, dans la OHL aussi. Tu sais, il s'est mis en marche. Ensuite de ça, le monde il capotait avec sa moyenne de points. Là, ensuite de ça, il y a eu une drop significative où là, il y avait de la misère à produire. Puis ensuite de ça, il a bien terminé encore la saison. Donc, l'inconstance est peut-être inquiétante aussi, mais je sais pas. C'est tellement un joueur difficile la projection est très difficile parce que il a produit partout. Il a été bon au U17, il a été bon au U18, il a été excellent en fait au U18 la deuxième année. On l'a vu un peu on l'a vu au Linka Gretzky, il s'en est quand même bien tiré aussi. On l'a vu contre le programme des États-Unis où j'ai trouvé que pour le talent, il n'y avait pas tant ressorti. Puis on l'a vu au championnat mondial de hockey junior un petit peu. Est-ce que son rôle était bon à ce moment-là? Puis loin de Raycroft aussi, qui se connaissent bien.
Tu sais, ça va avoir été un problème. Bien oui, le Canada, avec les entraîneurs qu'il y avait, on comprend pourquoi ils se sont fait éliminer encore. Euh, donc, à voir. Très intrigué de voir où il va sortir. Très intrigué de voir comment les premières années de sa carrière vont se développer. Mais Porter Martin, cinquième sur ma liste, je m'accroche au talent offensif vraiment. Donc, en espérant qu'il ne me fasse pas mentir au fil des années. Donc, on passe d'un joueur polarisant à un autre, évidemment. Quatrième rang, Anton Frondel, qui, je pense, a pas eu la faveur de plusieurs personnes aussi cette année. Est-ce que ça a été... est-ce que c'était à cause de lui ou est-ce qu'il a été un peu incompris ou... je sais pas. Je sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que son taux de réussite dans la Ligue nationale est pas mal plus élevé que Martin. Donc, c'est la raison pourquoi je l'ai placé devant. Puis c'est la raison pourquoi Martin est encore derrière, parce que je l'avais derrière lui aussi au classement de mi-saison. J'avais Frondel 4 et Martin 5, et c'est encore la même chose, Frondel 4 et Martin 5 dans mon classement pour la liste finale. Anton Frondel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le voient pas au centre parce que c'est pas nécessairement un play driver, c'est pas nécessairement un joueur que tu vas être obligé que tu vas pouvoir mettre au centre, mettons, puis qui va faire profiter ses coéquipiers par son intelligence avec la rondelle, par ses talents de fabricant de jeu. Mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'il peut être au centre. J'ai quand même le sentiment qu'il a, sans nécessairement être un play driver, j'ai le sentiment qu'il est capable de faire progresser le jeu, qu'il est capable d'amener ses coéquipiers à créer de l'attaque aussi, à venir en soutien, à venir en deuxième vague. C'est un peu, tu sais, il y a ce rôle-là où il peut être très bon en échec avant, il peut être très bon en fond de zone, protéger les rondelles, puis de réussir un peu de faire des jeux, fabriquer des jeux par l'arrière du filet, fabriquer des jeux aussi sur le half wall, près de la bande. Mais c'est quand il rentre à l'intérieur que là, il y a vraiment, c'est la finition, c'est plus le lancer. Qui est très dangereux, lancer des poignets, son tir sur réception, c'est probable. Ben, en fait, son lancer des poignets puis son lancer sur réception, c'est peut-être les meilleurs du repêchage, en tout cas, tant qu'à moi. Donc, c'est un peu l'attaque qui amène, c'est pas nécessairement de l'attaque où il transporte la rondelle à partir de sa zone. Quoique même, il a réussi à aider ses défenseurs en sortie de zone quand même. Il a réussi à aider ses défenseurs profondément dans son territoire, donc un peu comme le font les joueurs de centre, même si il jouait comme ailier avec Drew Gardens, mais il était capable de le faire aussi comme un joueur de centre, mais le côté transition, le côté rondelle sur la palette, c'était délégué un peu plus à un gars comme Eklund, disons. Plus dynamique, plus prêt à... Quand ils jouent ensemble, évidemment, donc plus prêt à attaquer vraiment les défenseurs rapidement, puis à relancer l'attaque rapidement. Mais Frondel, tu sais, dans les deux fonds de zone, là, je trouve qu'il est impliqué, couvre bien son homme, il est physique le long des bandes, le bâton est là aussi. Tu sais, il peut donner de bonnes mises en échec, Frondel aussi, il est capable de te séparer de la rondelle, il est capable d'être Moi, je pense qu'il est capable d'être un fabricant de jeu, pas nécessairement, encore une fois, pas comme un Jake O'Brien, mais les bonnes passes pour amener un peu d'attaque en zone offensive, que ce soit à la pointe ou près du filet. Ça, c'est quand il n'est pas lui-même installé près du filet. Puis, je pense qu'il est capable d'aider aussi les relances. Moi, les sorties de zone, c'est pas nécessairement lui qui va transporter la rondelle, mais je pense qu'il va être capable de prendre la rondelle, de la protéger un peu, puis ensuite de ça, l'envoyer à un joueur un petit peu plus rapide. Puis lui, après, arriver un peu en deuxième vague, parce qu'il y a quand même son patin n'est pas super excellent, c'est pas super bon, mais il est assez bon pour rester près de ses joueurs, rester connecté près des joueurs pour justement
accepter une passe en arrière puis avoir un lancer des poignets ou essayer un petit jeu, un give and go ou essayer d'utiliser la rondelle, accepter la rondelle puis ensuite de ça faire un petit tournant gauche ou à droite, un petit mouvement est-ouest, tout ça, puis ensuite de ça, laisser ça à l'arrière à ses défenseurs. Donc moi, je trouve que est-ce qu'il va jouer à l'aile dans la Ligue nationale? Peut-être. Mais dans les deux cas, que ce soit au centre ou à l'aile, j'ai pas l'impression qu'il te fait mal d'une manière ou d'une autre. Il travaille fort, il a des bonnes mains. Je trouve qu'il y a je trouve qu'il est intelligent sur la patinoire, même si c'est peut-être pas le meilleur attaquant défensif du repêchage, mais il est loin d'être incompétent, il est loin de te faire du dommage dans ta zone. Les détails, moi je trouve qu'il est vraiment, il fait attention aux détails, il fait attention à la façon dont il se positionne pour pas se faire prendre, mais aussi pour aider les défenseurs. J'ai pas... je trouve que la projection dans la Ligue nationale, elle est beaucoup plus sûre. Puis là, c'est à savoir, est-ce que avoir un gars quatrième ou cinquième comme ça, c'est trop haut. Est-ce qu'il est plus du côté d'un genre de Anton Lundell que tu peux repêcher peut-être 12e, 10e, mettons, ou il est vraiment du côté style Barkov, Diète. C'est ça qui arrive. Puis pas que je pense que c'est un Barkov Diète, parce que ça aussi, je pense que du côté européen, c'est un peu le golden standard avec un gars comme Kopitar, mettons, mais c'est ça, je trouve qu'il joue en puissance, je trouve qu'il joue il y a un mix de puissance, de finesse, je trouve qu'il a été, cette année, ça avait commencé très difficilement pour lui, la saison, ça s'était pas bien passé. Je trouvais que dans la nationale, il n'y avait pas beaucoup d'impact. Mais ensuite de ça, plus la saison avançait, quand il a été amené dans la Allsvenskan, on a vu là, qu'il prenait ses aises tranquillement, puis en série aussi, il a été quand même assez efficace. Je pense que c'est les tournois, on dirait aussi que les tournois n'ont pas plu à certaines personnes. Au défi Juniora, il y a eu un bon match, puis ensuite de ça, il est tombé dans la brume un petit peu. Au U18, il est arrivé, je trouvais qu'avec Wozniak et Stenberg, ça roulait bien comme trio, mais il n'a pas réussi à produire, alors qu'il aurait dû produire dans son groupe d'âge avec son gabarit, puis sa force physique, puis son style de jeu en tant que tel sur 200 pieds. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. Donc là, les questionnements sont là, puis je les comprends. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être un bon deuxième centre dans la Ligue nationale, un bon deuxième centre qui va être capable de stabiliser. Un peu comme Caleb Desnoyers, mais je pense que le Frondel, il y a aussi il y a un peu plus l'aspect physique, il y a un peu plus l'aspect puissance, un peu plus l'aspect peut-être pas nécessairement offensif, mais le côté marqueur de but aussi. Donc, tu sais, c'est la projection me semble assez sûre comme attaquant, comme joueur de centre, mais c'est ça. Il y a des inquiétudes, puis ça va être à vérifier. Il aurait pu être un petit peu plus bas, lui aussi. Tu sais, Desnoyers, puis lui, pour moi, ça s'équivaut aussi. Je pense qu'on aurait pu interchanger les deux, puis je pense que personne n'aurait été déçu non plus. Mais Frondel aussi, ça fait un bout de temps que je le regarde, puis c'est ça. J'ai pas aimé sa saison, son début de saison, mais je pense qu'il a bien fini la saison côté dans la Hockey Allsvenskan, si j'exclus le U18 puis dans les séries. Donc, quatrième, puis c'est la raison pourquoi, c'est ça qui me fait mal dans ce repêchage-là, c'est que je suis pas content de l'avoir quatrième. Puis je suis pas content d'avoir Martin cinquième parce que j'aurais aimé les mettre plus bas. Mais en même temps, je peux pas les mettre plus bas parce que le repêchage est faible. Puis le repêchage fait en sorte que j'essaie de respecter mon évaluation dans ça. Puis malheureusement, ben
c'est ce qui arrive. C'est qu'un gars comme Frondell se ramasse 4, puis Martin 5. Donc c'est dommage, mais c'est ça. Au troisième rang, je pense que vous en attendiez, c'est James Higgins qui était troisième, qui a été premier en juin l'année passée, puis qui est maintenant troisième depuis ma liste préliminaire, et qui est resté troisième. Comme joueur de centre, James Higgins, c'est sûr qu'il va avoir des défis. Les mêmes défis qu'un gars comme Jack Hughes a eu. Puis qu'il y a encore d'ailleurs. Je pense que l'aspect physique de Jack Hughes est à travailler. Il y a de la misère quand c'est un peu plus serré. Pas nécessairement qu'il y a de la misère, mais que son impact est un peu plus limité. Puis James Higgins, ça va être ça aussi. C'est qu'il va trouver le moyen de produire, mais ça va être peut-être que là, il va peut-être être aussi un peu plus à risque côté défensif, peut-être un peu plus à risque dans son territoire. Quelques revirements aussi, peut-être ici et là. Mais je pense que ça va être un joueur de centre dans la Ligue nationale parce que c'est un excellent fabricant de jeu. C'est un excellent joueur de hockey au niveau de son mental, de sa façon de voir le jeu, de sa façon de lire les situations, les défensives, de sa façon dont il est très menaçant avec la rondelle. Côté playmaking, mais côté aussi il n'a pas un mauvais lancer. James Higgins, c'est ça qui arrive, c'est qu'il lui aussi il peut te surprendre avec un bon lancer si tu lui donnes de l'espace. Il y a quand même un bon lancer frappé aussi, un tir sur réception, donc tu dois toujours l'avoir un peu aux aguets, puis il faut toujours que tu gardes un œil sur lui, puis ce qui fait en sorte que des fois en portant attention à lui, c'est là qu'il trouve quelqu'un d'autre. C'est là qu'il réussit à envoyer des passes savantes à des joueurs qui sont bien positionnés ou qui peuvent avoir une bonne occasion de marquer. Donc James Higgins, c'est ça. Puis du côté du fabricant de jeu, tantôt je parlais que c'était probablement le meilleur fabricant de jeu avec Jake O'Brien. C'est parce que James Higgins, on dirait qu'il est toujours pas toujours, mais bon, on dirait qu'il est souvent une étape avant ses coéquipiers. Puis là, il place la rondelle à un endroit où son coéquipier a peut-être pas l'impression qu'il devrait être. Puis pourtant, la rondelle, elle était là. Il a tenté beaucoup de jeux comme ça, James Higgins, où c'était risqué, c'était difficile. C'était pas toujours réussi, c'était pas toujours bien exécuté, mais si la passe est bonne, c'est probablement un but, ou si son coéquipier lit bien le jeu, c'est peut-être un but aussi. Donc, puis c'est pas nécessairement parce que les coéquipiers à James Higgins, c'est des imbéciles, là. C'est Ryan Leonard et Gabriel Perreault. Il y a même eu Tally Stiga aussi, qui est quand même un bon joueur de hockey. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils sont pas intelligents et ils comprennent pas le jeu, mais je pense que des fois c'est compliqué de jouer avec un joueur comme ça, comme James Higgins, parce que t'as pas l'impression que le jeu qu'il va faire, il est capable de le faire ou il va être réussi, puis pourtant il réussit à exécuter le jeu. Donc il faut toujours que tu sois aux aguets, il faut toujours que tu sois prêt à t'attendre à un peu tout quand c'est James Higgins qui a la rondelle. Puis je pense que ça a eu l'air un peu plus facile du côté de Higgins au tournoi, mettons, au championnat mondial de hockey junior. Je pense que moi, il m'a beaucoup rassuré à ce moment-là parce qu'on a vu que il était capable d'être très bon contre son groupe d'âge, puis d'être... En fait, c'est plus vieux que son groupe d'âge, puis il est capable d'avoir un impact dans ce tournoi-là. Puis c'est pas nécessairement, encore une fois, parce que Leonard ou Perreault, lui l'a fait bien paraître. C'est parce qu'il a été très bon avec la rondelle, il a été menaçant avec la rondelle, puis il a été capable d'utiliser tout le monde avec qui il jouait, que ce soit les défenseurs ou ses coéquipiers. Puis ça complétait, encore une fois, une run de tournoi assez spectaculaire pour lui, parce qu'au U17, avec Cole Eiserman notamment, il avait été extraordinaire. Au U18, ça avait été encore une fois complètement fou. Je pense que ça s'était... si Trevor Conley
écope pas une pénalité de 5 minutes en finale contre le Canada. Les États-Unis soulèvent le trophée, gagnent la médaille d'or, puis c'est même pas compliqué. Puis je pense que, tu sais, on l'a vu, là, les États-Unis ont gagné la médaille d'or au championnat mondial de hockey junior. Tu sais, il a été l'artisan de ça aussi dans cette équipe-là. Donc, tu sais, dans son groupe d'âge, Higgins, rien à redire. Il arrive dans la NCAA, puis la transition, on pouvait s'attendre peut-être à ce que ça soit un peu plus difficile parce que c'est des gros gabarits, parce que ce sont des joueurs plus matures. Puis j'ai pas trouvé qu'Higgins a mal paru cette année. Tu sais, je sais que peut-être qu'il y a des gens qui s'attendaient à une saison style Celebrini, Adam Fantilli, Kyle Connor, des Jack Eichel, des gars comme ça, des gars qui sont... Puis ben Kyle Connor, ça c'est un peu plus exceptionnel parce que lui, il n'a pas été sélectionné dans le top 3, mettons. Là. Mais tu sais, Eichel, Celebrini, Fantilli, c'est des gars top 2. Là. Puis je trouvais que la transition n'avait pas été mauvaise du côté des Higgins, même si il se faisait un peu... le jeu physique, il recevait un petit peu plus de contact, mais je trouve qu'il n'était pas tant intimidé, son impact diminuait pas tant que ça. Il était capable de bien rouler, il était capable de bien échapper ces contacts-là, il était capable de bien échapper la pression aussi, de sortir des endroits un peu plus restreints. Avec la rondelle, il y a d'excellentes mains de James Higgins, c'est parmi les mains de velours là, de ce repêchage-là. Donc, il est capable de faire n'importe quoi avec la rondelle. Il est capable de te faire mal paraître, que ce soit nord-sud, est-ouest. Il va te faire un petit tourniquet, il va contourner le filet, peu importe. Il est capable de tout faire ça, James Higgins. Puis, je pense que ça a été, offensivement, avoir un point par match dans la NCAA à ta saison recrue, à ta saison de repêchage. Moi, je trouve que c'est très bon. Puis, j'ai l'impression qu'il a bien ressorti quand même dans l'ensemble. Défensivement, moi, James Higgins, il y a les défis, et c'est sûr, encore une fois, comme je le mentionne, il y a des défis physiques. Il faut qu'il soit un petit peu plus qu'il fasse attention dans la manière dont il perd pas son homme, dans la manière où il doit aussi garder sa position, avoir au centre, c'est ça, là. Au centre, ça va être difficile là, d'aider, puis il va falloir qu'il aide ses défenseurs, il va falloir qu'il alimente des sorties de zone, pas tricher trop, parce que il probablement qu'il aimerait être un peu plus loin des joueurs adverses pour pouvoir relancer l'attaque rapidement, pour pouvoir être dangereux en relance puis tout ça, mais c'est là c'est la discipline défensive. Higgins va devoir aussi l'améliorer pour passer à un autre niveau au centre. Je pense qu'il est capable de le faire. Je pense à un gars comme Logan Cooley qui était bon défensivement, qui n'était pas nécessairement un futur gagnant du Selke, mais qui prenait le temps de jouer intelligemment dans sa zone, qui prenait le temps de bien couvrir son joueur, de garder la rondelle sur sa palette, puis de contrôler la sortie de zone, de contrôler l'entrée de zone. Donc je pense que Higgins, il est capable de le faire, il est capable de passer à ce niveau-là dans la Ligue nationale. Mais il va avoir toutes les occasions de produire offensivement. Moi, s'il n'est pas sur le premier trio, peut-être sur le deuxième trio, ok, mais il va jouer sur l'avantage numérique parce qu'il y a trop de talent pour pas être sur le premier avantage numérique. Il est trop créatif, il a trop une bonne vision pour pas profiter de ça. Donc, si, mettons, il va chercher une trentaine de points en avantage numérique, ensuite de ça, s'il joue à égalité numérique avec des joueurs de talent, je vois pas pourquoi il serait pas capable d'aller chercher au moins 40-45 points. Mettons un point à tous les 2 matchs, là, disons, c'est pas exagéré. Donc là, ça l'amène déjà à 75 points. Puis là, on parle juste de... Dans les cas les plus moyens, là, on s'entend que le talent de Higgins est capable d'aller chercher du 75 points à 5 contre 5. Là. Mais donc ça deviendrait un gars de 75 points juste à la base comme ça. Puis moi, je pense qu'il peut aller ramasser du 100 points presque. 90, 95, 100 points. Parce qu'il est capable de passer. C'est un dual threat pour moi, James Higgins, même s'ils sont lancés. C'est pas un gars qui utilise tant son lancer, mais moi je pense que s'il a l'occasion de tirer, il va la prendre puis il va être dangereux avec son lancer. Donc,
tous les aspects offensifs de son jeu me plaisent. La finesse, le patin, l'agilité, le côté trompeur aussi, le côté manipulation défensive. Beaucoup de substance dans son jeu offensif qui fait en sorte que il va rendre les autres meilleurs selon moi. Il va faire élever peut-être des joueurs de 30-40 points. Ils vont devenir des gars de 60-65 points, 70 points. Un gars comme Zach Hyman, mettons, avec Connor McJesus, faisait 45 points, 50 points, 25 buts. Là, il s'est claqué une saison de 50 buts l'année passée. Je dis pas que c'est ça qui va arriver du côté des Higgins. Là. Il n'est pas au niveau de Connor McDavid, mais il a cette capacité-là à rendre ses coéquipiers meilleurs. Je pense qu'il va juste devoir être peut-être protégé un peu, entre guillemets, par être jumelé à des joueurs un peu plus gros, des joueurs un petit peu plus physiques, un peu plus capables de s'impliquer aussi dans les 3 zones pour lui permettre vraiment d'être libéré sur la patinoire. Donc James Higgins, je sais qu'il y en a qui l'ont baissé beaucoup plus que ça, mais moi je respecte le talent de ce gars-là, je respecte son niveau offensif, puis pour moi, il y a. Je sais pas ce qui va arriver dans 10 ans, mais moi, j'ai l'impression qu'Higgins, il va coller des saisons de 80, 85, 90 points dans la Ligue nationale. Donc, je peux pas cracher là-dessus dans une optique de talent, puis de potentiel, puis d'impact dans une équipe. Donc, James Higgins, 3e sur ma liste. Et pour les 2 derniers, j'ai décidé de les rentrer dans un bloc parce qu'on en a parlé beaucoup dès le début. Donc, le 2e joueur sur ma liste, c'est Matthew Schaefer et le premier, c'est Michael Misa. Puis encore une fois, je vais tout de suite le dire. Si, mettons, j'avais classé Matthew Schaefer premier en octobre, j'aurais pas eu de raison de le faire bouger du premier rang, puis il aurait resté au premier rang. Moi, j'ai décidé de mettre Misa au mois d'octobre par qu'est-ce que je voyais. Je l'ai mis premier, puis Misa m'a donné aucune raison de le baisser. Donc, encore une fois, c'est pas parce que je pense pas que Schaefer, il mérite pas d'être premier. Je pense. Puis en fait, tout le monde va l'avoir premier pratiquement, là, de ce que j'en lis et de ce que j'en vois. Puis c'est correct, là. Je mets pas Michael Misa premier juste parce que je veux me démarquer. Là. Je pense que si vous nous avez suivi toute la saison, vous savez qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Là. On l'a tous. En fait, moi, je l'avais premier dès le début, mais les gars, ils l'ont tous monté. Fait que, il est rendu 2e, 3e, peu importe. Puis il va peut-être terminer 2e, puis c'est correct. Je trouve que c'est pas un désaveu d'être repêché 2e. Là. C'est quand même très bien. Donc, je vais commencer par Schaefer parce que c'est lui qui est 2e sur ma liste, puis on est rendu comme ça. Schaefer, c'est un défenseur qui m'a beaucoup impressionné par rapport à sa projection par rapport à l'année passée. Donc, l'année passée, Matthew Schaefer, on voyait des choses très intéressantes dans son jeu. Le côté offensif était là, le côté, évidemment, l'aspect défensif était intéressant. Il y avait de la physicalité. C'était un défenseur qui est très mobile. Donc, tu sais, pour moi, il n'y avait pas... je l'avais assez haut dans mon classement de très, très mi-saison, là, de très fin de saison au mois de juin. Je l'avais 16e. Donc, c'est sûr que là, ça a l'air d'une grosse montée parce qu'il finit 2e, mais il faut comprendre que moi, quand je fais cette liste-là au mois de juin, comme il va en avoir une pour 2026 cette année, quand je fais cette liste-là, c'est vraiment basé sur des visionnements un peu plus précis. Donc, le U17, des fois, c'est le U18 aussi. Est-ce qu'on l'a vu au Linka? Est-ce que on l'a vu ou on les a vus quelques fois dans des matchs où on regardait d'autres espoirs. Donc, c'est beaucoup comme ça. C'est pas des... Souvent, il y a des joueurs que je regarde pas 15 fois là, pour 2026. Là. Je les ai vus 6, 7, 8 fois, puis je me permets de faire un classement très, très préliminaire parce que je sais fort bien que ça va bouger, puis c'est exactement le cas de Matthew Schaefer. Puis parenthèse, ça a été le cas pour plein de joueurs aussi. Le Carter Bear était 27e, Jake O'Brien était 21e, Lakovic 29e. Donc les gars, ils montent, là. C'est normal. Donc pour ce qui est de Matthew Schaefer, c'est ça. C'était ça qui était le plan à ce moment-là.
Matthew Schaefer, c'est ce qu'on avait vu. Et ensuite de ça, la progression, je devrais dire, dans la Ligue nationale cette année, elle a été fulgurante parce que tout ce qu'on avait vu l'année passée, ou en fait ce que moi j'avais vu l'année passée, ça avait tout passé à un autre niveau. La créativité offensive, le lancer en tant que tel, la prise de décision à l'attaque, le contrôle de rondelle pour amener de l'attaque, pour activer le jeu, pour s'insérer dans des espaces, pour venir créer de l'attaque lui-même avec la rondelle sur sa palette ou venir même se préparer à attaquer certains espaces pour faire bouger les défensives, même d'être là pour le lancer en tant que tel, le lancer sur réception, le lancer des poignets. Donc tout ce côté-là offensif, ça avait pris une coche. Défensivement, même chose, encore mieux. Euh, très solide pour le gap. Très solide pour le patin de reculon, patin latéral, mobilité générale. Excellent. Défensivement, le long de la bande, il y a de la physicalité. Il est capable de jouer sous pression. Il est capable de jouer quand il a la face dans la baie vitrée. Capable de pivoter aussi, même de vendre quelque chose, puis de le retirer tout de suite après pour se donner de l'espace. Sortie de zone très efficace. Même lui-même, il sortait la zone. Des fois, il sortait, en fait, pas juste des fois, souvent. Prenait la rondelle, sortait la rondelle du territoire, activait le jeu, amorçait l'attaque. Excellent. En plus de ça, la question là-dedans, c'est qu'il ne faut pas oublier, il joue 30-32 minutes par match. Là. Il a eu des matchs là, où il était sur la patinoire la moitié du temps. Il joue en avantage numérique, il joue en désavantage numérique. C'est un défenseur complet. C'est un défenseur complet qui t'amène. Je sais qu'on a eu des discussions où on a soulevé le nom de Cale Makar un peu. Puis, tu sais, Cale Makar, encore une fois, dans notre ère actuelle, c'est un peu un golden standard encore. C'est le défenseur que tu veux être pour avoir du succès. Tu sais, un Quinn Hughes aussi est assez proche de ça. Puis, mais moi, je trouve Matthew Schaefer, c'est ça. Est-ce qu'il peut devenir un genre de Roman Yossi? Ou est-ce qu'il peut devenir un Cale Makar? S'il peut le devenir, c'est encore mieux. Mais est-ce qu'il pourrait être je pense que c'est Hockey Prospect qui ont parlé de le voir comme un Josh Morrissey qu'on voit actuellement, un Josh Morrissey version Prime, là. Puis, je suis pas en désaccord non plus. Je trouve que tout ce qui est cet apport offensif-là, Josh Morrissey, on le voit en ce moment aussi, il est capable de le faire. Ben là, en ce moment, il joue pas, mais on l'a vu, il était capable de le faire, il était capable d'être productif, de prendre des décisions très importantes à l'attaque, des bonnes décisions pour faire progresser le jeu. Défensivement, encore une fois, beaucoup de stabilité. Donc pour moi, Matthew Schaefer, c'est... si les Highlanders décident de sélectionner lui puis de le faire jouer avec Noah Dobson, s'il est encore là, t'as une paire de défenseurs pratiquement parfaite tant qu'à moi. Là. Noah Dobson, très complet aussi. Schaefer, très complet aussi. Donc, je trouve que la seule affaire qu'on veut, en fait, que moi, je dirais peut-être pour calmer un peu les ardeurs de Schaefer, là, quoique c'est pas ça le but, là, mais est-ce qu'il peut maintenir ce rythme-là de 30 minutes par match pendant toute une saison, parce qu'il n'a pas joué cette année, il a joué une vingtaine de matchs peut-être. Il a été blessé. Donc, est-ce qu'il peut garder ce rythme-là toute la saison? Est-ce qu'à un moment donné, il va devoir se faire peut-être tasser du désavantage numérique ou en fait peut-être du premier désavantage numérique? Puis, donc, ça n'enlève pas son impact. C'est juste de savoir est-ce que il peut jouer à un 28-29 minutes par match dans la Ligue nationale. C'est juste un questionnement comme ça. S'il devient un bon défenseur à 24-25 minutes, c'est tout aussi bon. Il peut matcher n'importe quel trio de l'autre côté. Il est capable de jouer dans tous les styles de jeu. Donc, pour moi, c'est juste ça.
parce que je trouve que les décisions avec la rondelle sont extraordinaires aussi. Puis, puis là, c'est encore une fois, de le voir premier, pour moi, c'est pas... il n'y a rien de surprenant là-dedans. Puis même, si vous voulez avoir quelqu'un qui va trasher Matthew Schaefer pour remonter Michael Misa, ben, vous n'avez pas la bonne personne parce que Matthew Schaefer, si vous m'avez écouté parler dans les podcasts, j'ai été en admiration avec lui. Puis je pense qu'il va gagner. Je le mentionne encore, mais je pense qu'il va gagner des trophées Norris dans sa carrière. Je pense qu'il peut aller chercher deux, trois trophées Norris. Un peu à l'image d'un Duncan Keith là, qu'on a vu où il peut se faufiler une année avec une très grosse saison puis aller chercher le trophée Norris ou Drew Doughty ou des gars comme ça. Donc Matthew Schaefer, on l'a vu là, au championnat mondial de hockey junior. À la minute que le Canada l'a perdu, là, la défensive elle a été désorganisée. Ils n'ont jamais été capables de se relever de ça. Puis pourtant, on parlait d'un gars de 17 ans. Puis un gars de 17 ans qui, encore plus, il y en a beaucoup qui surveillent ça, là, mais Matthew Schaefer, il est né au mois de septembre. Donc, s'il joue dans la Ligue nationale l'année prochaine, là, ça va faire même pas un mois là, qu'il a 18 ans. Là. C'est ça, on n'en a pas vu souvent des gars comme ça qui arrivaient. Tu sais, McKinnon, c'en est un comme ça qui est né le 1er septembre, si je me souviens bien. Donc, c'est rare là, qu'on voit des gars comme ça de septembre être aussi dominants. Puis je vais être bien honnête, là. Moi, je pense que Matthew Schaefer il pourrait commencer la saison dès l'année prochaine dans la Ligue nationale. Je te dis pas que c'est la meilleure décision. Je dis pas qu'il pourrait pas profiter d'une autre année dans la OHL ou la NCAA ou peu importe. Mais je serais pas surpris s'il jouait dans la Ligue nationale l'année prochaine. Parce qu'il a le talent pour le faire. Donc, Matthew Schaefer, numéro 2 sur ma liste. Puis, Michael Misa, numéro 1. Puis, pour revenir à ce que je disais, je pense que Michael Misa, cette année, il m'est tapé dans l'œil très rapidement. Il y a eu... quand il a commencé à produire, là, ça a été un rythme assez incroyable. Là. Il était parti sur un rythme de 70 buts. Là. Il a fini l'année avec 62 buts, mais il était parti sur un rythme de 70-75 buts quasiment. Là. C'était assez impressionnant ce qu'on a vu de sa part. Puis c'est un joueur extrêmement... Il est dynamique, Michael Misa. C'est un joueur qui va te mettre sur les talons. Si tu lui donnes l'occasion de prendre la rondelle puis de partir en contre-attaque, puis même en désavantage numérique, là, c'est ça qui arrive, c'est que c'est pas... En avantage numérique, oui. À 5 contre 5, oui. Mais en désavantage numérique, si tu lui donnes un pouce, il va prendre un mètre. Là. C'est ça qui arrive. Là. C'est qu'il peut aller se créer lui-même des attaques. Juste parce que c'est un très bon patineur, c'est un gars qui a une vitesse d'exécution qui est très élevée, un dynamisme assez dangereux, qui est un peu même, un peu contagieux, en guillemets, c'est que il est tellement, il active, il pousse tellement le jeu que t'es comme obligé de suivre rapidement, t'es comme obligé de tout de suite être impliqué dans l'attaque. Parce qu'il part vraiment en nord-sud, il part comme une balle. Puis, tu sais, ça a été cette année, ça a été vraiment impressionnant de le voir marquer des buts de plusieurs façons. Il y a un lancer sec, il y a un lancer, qui est un peu trompeur aussi. Des deux côtés. Il arrive du côté gauche, il peut te surprendre du côté rapproché, le côté de la mitaine. Il arrive du côté droit, il peut te surprendre du côté de la mitaine rapprochée. Il peut aller viser l'extérieur, le low blocker, le côté bas à droite. Il va en envoyer une là. Quand il est devant le filet aussi, il est capable de terminer les jeux style bumper un peu. Il est capable de terminer ces jeux-là rapides. Il y a les mains aussi. Il est juste intense en tant que tel dans sa façon de jouer. Il exécute rapidement. Il fait profiter les autres, pas nécessairement à cause de son playmaking, mais juste à cause qu'il drive beaucoup le jeu. C'est lui qui a la rondelle sur la paire. C'est lui qui orchestre cette attaque-là. C'est lui qui a de la vision dans sa façon dont il va attaquer certains angles, il va attaquer certains défenseurs. Puis
c'est le deuxième effort, c'est le troisième effort, c'est le travail le long des bandes. Tu sais, c'est un gars de 6 pieds 1, 185, mais ça, donc un bon gabarit des gens en partant. Mais, tu sais, je l'ai vu en fin de saison, à un moment donné, il était le long de la bande, s'était fait bousculer un peu, il a réussi à garder la rondelle en tombant. Il a repéré Chernyshov et il a poussé la rondelle à une main vers Chernyshov devant le filet qui a marqué. Un autre jeu aussi, à un moment donné, il s'était fait plaquer le long de la bande, chute un peu, garde la rondelle sur sa palette, achète une seconde de plus, trouve un coéquipier. Je pense que c'était Epperson à ce moment-là. Donc, tu sais, Michael Misa, c'est ça aussi ce qui est intéressant dans son jeu, c'est que le pace est élevé, mais l'intensité est élevée aussi. C'est un gars qui, un peu comme Carter Bear, mais moins le côté baveux, moins le côté physique, il t'amène dans le combat parce qu'il est présent, il est allumé sur la glace, il est actif. Donc, tu sais, ça, c'est pour moi, ça a beaucoup de valeur aussi. Puis c'est la raison aussi pourquoi moi je le vois au centre, c'est que je pense qu'il y a avec un petit peu plus de patience avec la rondelle, avec un petit peu plus de touche de playmaking, je pense que il va faire en sorte que tous les joueurs avec lui vont être productifs et dangereux. Il va trouver une façon de rendre tout le monde dangereux avec lui. Puis c'est ça, il génère, tu sais, il crée beaucoup d'occasions de marquer pour lui et pour les autres. Juste parce qu'il est chaotique sur la patinoire, puis dans une bonne façon, parce que c'est pas chaotique, il est tout croche, mais chaotique dans le sens que il arrive dans la zone, puis là, tout le monde doit garder la tête un peu sur un swivel, comme on dit. Il faut que tu gardes la tête en mouvement, puis il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe, parce que si tu le perds de vue, puis si tu le perds de vue quand il y a la rondelle, ça peut être très dangereux avec son tir ou avec ses passes. Donc pour moi, puis le jeu défensif, moi je trouve qu'il est solide défensivement. Encore une fois, un gars qui se replie rapidement, un gars qui est quand même physique le long des bandes. Je trouve que il est profondément aussi dans sa zone. Le bâton est bon aussi. Il transporte la rondelle, donc il est capable d'aider la défensive à juste sortir de la zone parce qu'il part avec la rondelle en vitesse, mais il se donne en option aussi pour partir. Donc les défenseurs lèvent la tête, voient qu'il est là, ou c'est pas juste lui, mais ça fait partie de ses qualités. Donc Michael Misa, c'est ça. Je pense que il y en a peut-être qui ont été un petit peu. Ça a peut-être été un petit peu timide pour lui l'année passée. Une saison où on s'attendait à le voir produire un petit peu plus. Parce que ça avait bien commencé quand même, puis il s'était bien débrouillé au Linka Gretzky. Puis là, il y a eu une petite baisse de régime. En série, je trouve que là, il a remonté, peut-être pas nécessairement côté points, mais côté jeu en général. Puis à la Coupe Memorial, il a été très solide aussi. Puis là, cette année, ben là, il a complètement explosé offensivement, puis il a décidé de carrément se mettre dans la discussion pour le premier rang, de s'inviter dans cette conversation-là. Après, si les gens ils l'ont deuxième, premier, ça les regarde. Troisième, ça les regarde aussi, mais il s'est préparé son dossier pour rentrer dans cette conversation-là, alors que je pense qu'un gars comme Martin, ça a été complètement l'inverse. Il n'y a pas eu vraiment un cas pour moi pour dire Martin est premier rang parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans cette discussion-là tant qu'à moi. Il y a beaucoup de gens qui ont chialé après ces séries, qui ont dit qu'il était pas bon en série et tout ça. On a appris qu'il avait été blessé, d'ailleurs, des gens en partant, qui jouaient blessé. Mais aussi, le Spirit, c'était pas nécessairement une grosse puissance cette année. Oui, ils ont gagné parce que il y a eu de la production. Des gars comme Chernyshov, justement, qui est arrivé, qui a aidé la production. Mangone était là. C'est quand même un vétéran. Epperson, c'est un overager qui a produit aussi un peu. Donc, c'était une bonne équipe, mais c'était pas nécessairement une équipe à tout casser. Puis ils se sont fait surprendre un peu, en guillemets, par les Otters, qui n'était pas une équipe à tout casser non plus. Puis bon, c'est ça. Ça a peut-être mal paru, mais encore une fois, je veux pas... On s'entend que si on se fie juste à une ronde de série ou si on se fie juste aux séries en général, il y a beaucoup de gars qui vont baisser, puis il y a beaucoup de gars qui vont monter.
On parlait tantôt de Lakovic qui n'avait pas fait les séries. Donc, tu sais, est-ce qu'on va le pénaliser à cause de ça? Moi, j'accorde de l'importance aux séries, mais quand même, il ne faut pas non plus oublier ce qui s'est passé dans la saison. Puis, dans le cas de Misa, ce qui s'est passé dans la saison, c'est 62 buts puis c'est 134 points. Donc, c'est quand même pas négligeable. Seule déception que j'ai eue pour moi par rapport à Misa, on n'a pas jugé bon l'amener au championnat mondial de hockey junior. Pour quelle raison, je ne sais pas. Puis on a eu le résultat qu'on a eu aussi du côté du Canada. Une autre défaite contre la Tchéquie en quart de finale. Donc tant pis, mais l'année prochaine, j'imagine qu'il va être là. Puis ça va être intéressant de voir aussi, lui, où est-ce qu'il va être dans sa carrière. Est-ce que il va aller dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il va aller à l'université, collégiale NCAA? À vérifier, parce qu'il a quand même il a gagné il a déjà gagné la finale de la OHL. Il a déjà gagné la Coupe Memorial. En fait, il n'a pas gagné la finale de la OHL. Ils ont gagné la Coupe Memorial comme hôte. Mais bref, c'est ça. Il a gagné, il s'est rendu en finale, si je me souviens bien. Ou en demi-finale, bref, en tout cas. Il a gagné dans la Coupe Memorial, il a gagné la Coupe Linka Gretzky. Il a gagné une coupe d'affaires du côté junior. Donc, il n'a pas vraiment besoin de retourner là. Est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale? Je l'essayerais, mais si jamais s'il devait tomber à Chicago, mettons, ou à San Jose, ça pourrait peut-être valoir la peine de l'essayer un peu, mais je serais pas contre l'idée non plus de le retourner jouer une autre saison, que ce soit dans la Ligue de l'Ontario ou la NCAA. Donc, Michael Misa, c'est lui qui termine ma liste, premier rang. Un joueur que j'ai beaucoup aimé cette année, un joueur que je pense que toutes les équipes capoteraient d'avoir ce gars-là dans l'équipe, parce que j'ai l'impression que c'est un futur gars de points par match aussi. C'est un centre qui va t'en donner dans toutes les situations, puis qui va être capable d'aller chercher du 85-90 points dans la Ligue nationale. Donc, à suivre de son côté. Puis Michael Misa, c'est lui qui termine cette vidéo, ou ce top 32 si vous voulez, de cette saison pour mon top 32 de 2025. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est ce qui complète mon top 32. C'est ce qui complète aussi ma saison de scouting, les vidéos en tant que telles sur la chaîne. Pour cette année, pour le repêchage, il va y avoir notre War Room qu'on va faire, qu'on devrait faire, en tout cas les boys de TSLH. Puis ensuite de ça, on va voir si on fait partie du live pour le repêchage de la Ligue nationale. Mais sinon, c'est ça. Je voulais vous prendre le temps pour vous remercier encore une fois. Les observations en temps réel, moi, j'aime ça, faire ça, parce que je les regarde quand même. Je sais que ça a pogné un petit peu moins cette année, peut-être sur certains joueurs. À vérifier comment la formule va se dérouler l'année prochaine pour la chaîne, parce que ça me demande quand même beaucoup de temps, donc je veux faire attention pour pas non plus me brûler avec ça. Mais j'ai apprécié c'est ça. Vous avez eu des commentaires, vous avez liké, vous avez même, j'ai vu en tout cas les cibles du Canadien, ça a beaucoup pogné, donc tant mieux, je vous remercie, puis j'espère que les vidéos du top 32 vont encore une fois avoir du succès, puis ça va vous donner un petit peu en fait, mon point de vue sur ces gars-là, à quel point c'était peut-être pas la QV la plus le fun cette année, mais il y a des bons joueurs, puis peut-être que ça va vous aider à comprendre certains classements, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est là pour informer, on est là pour essayer de répondre le plus possible, puis vous donner plus de détails sur pourquoi on a ces gars-là à ces rangs-là. Mais sinon, bien évidemment, vous allez pouvoir voir tout ça dans le guide, notre guide de TSLH qu'on va envoyer pendant le mois de juin. Donc, on travaille là-dessus assez ardemment même, parce que c'est beaucoup de joueurs à surveiller, c'est beaucoup de mots puis de joueurs à vous présenter. J'avais essayé, je voulais mettre le 2026, les joueurs de 2026, puis là je pense que je vais manquer un peu de temps, mais quand même, si jamais
vous avez des questions par rapport à ma liste qui va être sur Twitter pour 2026, je peux essayer d'y répondre aussi le plus possible en 280 caractères, mais ça va être à surveiller pour l'année prochaine. Donc, très heureux d'avoir eu une autre saison de scouting avec vous. On espère que vous allez être au rendez-vous l'année prochaine. Puis, j'espère que vous allez continuer à partager puis à liker, puis essayer de faire voyager un petit peu la chaîne. On avance tranquillement, on est rendu au-dessus de 800, donc toujours très heureux de savoir que ça attire quand même un peu. Je suis pas un recruteur, je suis pas quelqu'un qui révolutionne le monde du scouting, mais j'essaie de faire ma part, j'essaie de donner mon opinion, essayer de vous aider aussi à en apprendre plus sur ces gars-là. Donc, toujours plaisant de partager ça avec vous. Donc, merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine.